Bienvenue dans l'univers du Sweet Papi Podcast. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Vanessa, qui rend hommage à sa maman atteinte de la chorée de Huntington, maladie héréditaire et rare que je vous décrirai en fin d'épisode. Avec sa parole bienveillante, Vanessa a eu la gentillesse de nous faire pénétrer dans son intimité. De sa plus tendre enfance à sa vie de jeune maman bientôt pour la deuxième fois, elle explique très clairement et sans aucun tabou toutes les étapes qui ont été mises en place pour prendre soin de sa maman et de tout le monde au sein du cocon familial. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie, un défi journalier très intense. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Tous les vendredis, je vous fais découvrir d'attachantes histoires de famille et des témoignages de professionnels pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. Pour me présenter, donc moi je suis Vanessa, j'ai 35 ans, j'habite sur la région nantaise, je suis naturopathe, ça c'est mon métier. Sinon je suis aussi maman d'une petite fille. Puis j'ai été aidante de 2 personnes dans ma vie, de ma maman. Puis ensuite, quand ma maman n'était plus là, c'est moi qui me suis aussi occupée avec ma sœur de ma grand-mère. Quel rôle tu as eu vis-à-vis de ta maman ? Oui, alors ma maman, elle a eu la chorée d'Huntington. En fait, c'est une maladie génétique, donc dégénérative du cerveau. On l'a su assez tard parce qu'elle ne connaissait pas son papa, donc on n'avait pas cette information-là. Donc il y a eu beaucoup de recherches, on a vu des médecins. Je dois avoir 15-16 ans quand on a déclaré que c'était la chorée d'Huntington. Mais en fait, la maladie, elle avait commencé depuis que j'avais 9-10 ans où vraiment elle s'était déclarée et que c'était compliqué en tant que petite fille avec sa maman. Et donc, ta maman est décédée il y a combien de temps ? C'était en décembre 2012. D'accord. Et ensuite, tu as donc pris en charge, entre guillemets, ta grand-mère. J'ai de la chance d'avoir un cocon familial qui, en fait, s'est beaucoup resserré avec la maladie de ma maman. Tout le monde a été présent. Ma grand-mère qui a eu aussi la maladie de Cordes-Lévy, s'appelle. C'est un dérivé un peu d'Alzheimer. C'est un tout petit peu différent. Bref. Par la suite, j'ai dû m'occuper d'elle, surtout ma sœur d'abord, qui habitait juste à côté d'elle, et puis ensemble par la suite pour tout un tas de documents, de choses à mettre en place qu'il y a à faire quand on est aidant. Quel est ton regard sur toute cette période-là, sur tout ce que tu as pu mettre en place, que vous avez pu en famille mettre en place ? Mon regard, il est assez double. Il y a toute une partie vraiment triste et difficile dans les annonces de maladies et dans le vivre, dans la mise en place aussi parfois. Et puis aussi toute une partie vraiment joyeuse et heureuse où on a réussi, on a eu des victoires, on a réussi à mettre en place tout un tas de choses pour nous aider, pour les aider aussi. Des beaux moments en fait, voilà. Peut-être qu'on aurait sûrement vécu les choses différemment et il y a aussi toute cette partie-là, cette belle partie-là où on se voyait tous ensemble et on se réunissait autour un peu de la personne malade finalement, mais c'était beau et c'était agréable beaucoup plus avec ma maman parce qu'avec ma grand-mère c'était déjà plus compliqué, il y avait beaucoup moins de personnes autour d'elle. Comment se passe cette maladie et comment vous avez pu vous organiser ? Alors par rapport à l'organisation, pour ma maman, donc c'était une maladie évolutive et donc au début, il n'y avait pas du tout d'organisation parce que en fait on savait pas ce que c'était quand j'étais plus petite. C'était moi qui étais tout le temps à la maison. Ma sœur était déjà grande et partie de la maison. Mon père travaillait toute la journée, était chef d'entreprise. Donc l'organisation en fait c'était moi à la maison, l'organisation des repas, d'essayer de contenir un petit peu avec la maladie et gérer parce que c'était complexe. En fait, le mieux, c'est quand on a su vraiment ce qui se passait et que tout le monde s'est rendu compte de ce qui se passait pour moi aussi à la maison. Depuis, ça faisait 7 ans, 7-8 ans quand on a su ce qu'était la chorée d'Huntington et qu'on s'est rendu compte, ah ouais, mais en fait, il se passe ça à la maison, ah oui, il t'arrive ça
Et voilà, donc il y a eu toute cette période complexe où il n'y a rien eu de mis en place et où je me suis un peu sentie seule face à ça. Mais une fois qu'on a su ce que c'était, que cette maladie, que mon père s'est rendu compte de ce qui se passait, ma sœur un peu plus aussi, où là, on a pu justement mettre en place des choses. La première chose qui a été faite, c'est que mon père a dit écoute, je me mets en retraite et on part. Mon père a décidé de partir de la région parisienne. Ils sont partis dans le sud de la France. Et donc ça, c'est la première chose qui a été mise en place, c'est-à-dire un environnement de vie où on puisse être à l'extérieur, où elle puisse profiter du soleil. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui a beaucoup aidé. Ensuite, les choses se sont pas mises en place tout de suite. Mon père a dit non, c'est bon, je suis à la retraite, je prends en charge, mais sans savoir vraiment tout ce qu'il fallait faire. Et puis finalement, il allait un peu trop loin. Parce que ça s'est mis en place très rapidement. Moi, je venais à toutes les vacances scolaires, ma sœur aussi. Donc ça a été la deuxième chose qui a été mise en place, c'est que nous, on était toujours là. Et quand on venait, on prenait en charge la maison, les repas, ma mère, le lever, aller se promener, organiser des journées qui soient joyeuses, dynamiques. C'était aussi pour soulager votre père? C'est ça. C'était le but principal, c'était de soulager mon père, parce que pour ma mère, ça se passait plutôt très bien. Elle était heureuse d'avoir son mari tout le temps avec elle, mais ça n'a pas été suffisant. Et mon père est allé en maison de repos. Et donc là, il y avait personne à la maison. Et donc, on a été appelé en urgence avec ma sœur et on est descendu dans le sud, pour tout mettre en place. Et on a dit, là, c'est stop. On va trouver des aides à domicile. On a fait toutes les demandes de prise en charge qui n'avaient pas été faites. Il a été aussi trouvé pour ma mère un hôpital de jour. C'était pas facile par rapport à la maladie. On a réussi à trouver un lieu qui l'accueillait environ 2 fois par semaine, la journée. Ça, les accueils de jour, je trouve que c'est vraiment intéressant. On a eu des aides à domicile et on a eu au départ un peu de difficulté à trouver quelqu'un. Puis finalement, on est tombé sur une personne qui s'appelait Valérie et une autre personne qui s'appelait Basmal. C'était un binôme. Et en fait, elles sont restées jusqu'au bout. On a eu beaucoup de chance et elles sont restées. Au début, elles faisaient que quelques heures par semaine. Puis après, ça s'est transformé en 15 heures, en 20 heures, en 30 heures, 30 heures par semaine. Elle venait tous les jours. Elle était tout le temps là, du lundi au vendredi. Je pense même parfois elle venait de temps en temps les week-ends. Comment est-ce que tu t'es protégée par rapport à tout ça et comment tu as fait? Au début, c'était simplement penser à l'accompagner à aller aux toilettes. Et puis ensuite, c'était l'accompagner pour se laver les dents. C'est vraiment cette intimité-là, moi, que j'entends dans ta question, mais et pas l'accompagner à la douche, les jours aussi où il n'y avait pas forcément une aide qui était là. C'est vrai que quand ça a commencé à se dégrader, ma maman, en fait, avait déjà plus presque la parole. Faut savoir qu'au fur et à mesure, ça enlève cette partie-là. Qu'est-ce que tu as découvert en rentrant dans leur intimité, soit de tes parents, soit de ta maman? L'intimité, je l'entends aussi bien dans tout ce qui va être physique. D'abord, c'était la première chose en fait qui m'a marquée. C'est petit à petit en fait. C'est d'abord dans les habitudes de vie. Ensuite, on commence par juste à penser pour eux un petit peu, les accompagner aux toilettes, par exemple. Et puis après, ça va être laver les dents, récupérer le dentier, le nettoyer, toutes ces petites habitudes en fait qu'ils ont et ça me plaisait d'être là et de pouvoir l'aider. Ça s'est plutôt bien passé, mais dans la difficulté, ça a plus été la toilette. Fallait aussi l'emmener dans la douche et puis faire la toilette, etc. Ça, c'était encore une autre étape. Ça, c'était pour moi et puis beaucoup plus encore pour ma sœur qui a aussi qui a quand même 13 ans de plus que moi et qui m'a aussi dit on peut essayer de me protéger. Il y avait aussi dans l'intimité de la relation de couple. Je me suis rendu compte à quel point en fait ils s'aimaient, mon père et ma mère. Je crois que ça a été un des grands. Enfin voilà, c'était incroyable à quel point il pouvait l'aimer et s'occuper d'elle et être présent toujours à lui parler. Parce que de l'autre côté, ma maman, elle parlait plus. Au fur et à mesure, au niveau du cerveau, elle a perdu cette capacité-là à s'exprimer, à part à dire oui ou non de temps en temps. Après, c'était simplement des mouvements de tête et puis un jour, c'était plus que les yeux. Voilà, c'est rentrer au fur et à mesure et se faire en fait de plus en plus confiance. C'est une confiance qu'on n'avait pas mutuellement au départ et puis
Voilà, au fur et à mesure, elle a eu de plus en plus confiance en moi dans son intimité pour aussi, elle, me laisser entrer dans son intimité. Hein. Il y a moi, ma difficulté, mais il y a la sienne aussi à prendre en compte. Et tu as eu l'impression que ça vous a énormément soudés, tous, Ouais. tous les quatre? Tous les quatre, il y avait aussi mon frère, mais qui lui avait d'autres problèmes de santé, donc qui était moins présent, mais qui était là toujours, par contre, à nous appeler pour savoir comment ça allait, comment ça se passait. Donc ça, c'était important psychologiquement d'avoir ce soutien-là. Mais oui, ça nous a tous soudés. Ça a changé quelque chose dans notre famille, mais dans le bon sens, parce que tout le monde s'est senti concerné par la situation. On était contents d'un côté de venir en vacances dans le sud, et aussi de profiter de nos parents, quoi. Comment toi tu as vécu ça et comment tu as fait éventuellement pour te protéger? C'est vrai que j'étais enfant et qu'on s'est pas rendu compte autour de moi de ce qui se passait. Donc en fait, moi j'ai vécu ça plutôt de plein de fouet. C'est-à-dire que ma protection, je me la suis mise, mais comme c'est ça, une tortue, je pourrais dire, c'est-à-dire une carapace qui s'est formée autour de moi. Jamais je ne parlais du fait que ma maman était malade. À l'école, personne ne savait ce genre de choses. D'ailleurs, je n'invitais personne à la maison. Parce que surtout, je voulais pas qu'on puisse voir. Et puis après, quand j'ai eu des meilleurs amis qui sont venus, c'était tellement difficile de comment ça pouvait se passer. Je savais pas les réactions qu'elle pouvait avoir. Il y avait intérêt à avoir confiance en l'ami qu'on avait, mais je pense que c'est plus grande après que j'ai réussi à commencer à me protéger. Mais finalement, la protection chez moi, ça s'est traduit parfois sous forme de fuite aussi. C'est de me protéger de cette manière-là, parce que j'avais le soutien après du reste de la famille. Donc c'était parfois aussi prendre du temps vraiment pour moi. C'est-à-dire au lieu de partir à chaque fois toutes mes vacances là-bas pour aider, pour une fois partir en vacances pour moi. Une fois qu'on avait tout mis en place, on en a discuté tous ensemble et je suis partie 9 mois à l'étranger. T'as besoin de souffler? Ouais, j'en pouvais plus et ça a été absolument génial. Je ne pouvais avoir aucune emprise sur ce qui se passait en France. Je pouvais être un soutien moral, mais je ne pouvais pas m'impliquer, je pouvais pas venir aider, donc je devais m'occuper de moi. Et je pense que ça peut être quelque chose quand c'est possible de le faire, de prendre un moment pour partir, pour s'occuper de soi et se rendre compte que les choses peuvent aussi continuer à avancer sans nous. Tu es partie Voilà. où, aux États-Unis? Je suis partie en Australie. En Australie? Oui, t'étais vraiment à l'autre bout. Hein. À l'autre bout, là, je pouvais pas revenir. Hein. Voilà, oui, je suis partie avec mon conjoint. Je suis partie avec mon conjoint et puis ça m'a fait du bien. Et puis après, quand on est revenu, c'était différent. Mon implication était différente et je pense que j'avais pris un certain recul et puis j'avais aussi grandi, quoi. Ouais, ça fait partie d'une des solutions de protection. Tu me disais que t'étais avec ton conjoint, ça veut dire que t'avais quand même des amoureux. J'ai toujours eu une vie à côté parce qu'au départ, la maladie de ma maman, elle arrivait à se débrouiller toute seule à la maison. Hein. Et puis j'allais à l'école tous les jours. C'est juste que dès que l'école fut terminée, parfois un peu plus grande, je restais 1 heure, un peu plus à l'extérieur et je rentrais un tout petit peu plus tard. Mais sinon, je rentrais toujours. Et puis le week-end, j'étais avec eux. Mais oui, j'ai pu avoir des amoureux et puis cette personne qui est mon conjoint toujours maintenant, voilà, qui. C'est un beau projet. C'est un beau projet à deux. Oui, c'était un beau projet qu'on a fait ensemble et je crois qu'aussi le soutien de la personne avec laquelle on vit, nous-mêmes, est très importante. Il a rencontré assez rapidement en fait ma maman. Et c'est tout de suite impliqué aussi. Et le soutien que j'ai eu de sa part a été vraiment, je pense, c'est le pilier quoi qui m'a aidé à tenir, à tenir bon parce que lui, ça le touchait pas personnellement, mais il se sentait concerné parce que ça me touchait quoi. Est-ce que tout ça, ça a modifié ta vision de ton futur, hein, de ta propre dépendance? Je ne veux pas me retrouver être complètement dépendant de mes enfants et de mon conjoint. Mon père a déjà regardé, lui, pour partir en Suisse. Plusieurs choses qui ont été faites par rapport à ça et c'est hors de question. Pour lui, en tout cas, lui nous faire revivre ce qu'on a vécu. Pour moi, je suis encore dans la réflexion par rapport à ça. Je pense qu'on est plutôt d'accord avec mon conjoint. Tu as été obligée de faire des tests pour voir si c'était un problème génétique de ton côté?
Il y a 2 choses qui se sont passées. C'est-à-dire que quand on a su que ma maman était malade, comme on a su en plus que c'était génétique, là j'ai vu plein de symptômes, je me suis dit: «Ah mais je suis pareille». Bon, après il y a eu un travail psy qui me fait dire que c'est normal que j'ai les mêmes réactions que ma mère puisque c'est ma mère. Donc c'est totalement logique finalement et j'ai dû en effet aussi faire des tests génétiques. Par chance, comme toute maladie génétique, normalement c'est 50%. On a tous les 3 fait les tests et aucun de nous n'est porteur de la chorée, donc c'est-à-dire que ça s'arrête là. Il n'y a aucun risque que nos enfants aient aussi cette maladie. Par contre, par rapport à la maladie de ma grand-mère, donc plus proche d'Alzheimer, c'est vrai que je fais attention. Il y a des petites choses auxquelles je pense. Ah tiens, je vais m'acheter des petits sudoku pour voir comment la logique fonctionne encore. Même si je suis jeune, il y a des petites actions comme ça où on se dit, où on y pense en fait finalement. La maladie de Huntington, parfois appelée chorée de Huntington, est une maladie héréditaire et rare, qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d'importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Malheureusement, ça évolue jusqu'à la perte complète de l'autonomie et le décès. Sa fréquence est d'une personne atteinte sur 10 000 habitants. La maladie se développe chez des personnes âgées en moyenne de 40 à 50 ans. Plus rarement, elle se manifeste sous une forme précoce avec l'apparition de premiers symptômes entre 15 et 25 ans. On peut classer ces symptômes en 3 grandes familles. Les symptômes moteurs, avec des troubles de l'équilibre, la difficulté de l'appareil phonatoire, troubles de l'élocution, de la déglutition par exemple. Les symptômes cognitifs, avec des troubles de la mémoire, des difficultés à organiser les tâches multiples, à manipuler les connaissances acquises. Et les symptômes psychiatriques, très grande variété de troubles possibles avec l'anxiété, la dépression, l'agressivité et l'agitation. Dans cet épisode, vous avez pu entendre une première partie qui concerne le cheminement personnel de Vanessa. Ne manquez pas le prochain épisode où nous parlerons de son parcours professionnel ou comment a-t-elle réussi à transformer cet engagement incroyable pour son âge pour développer un accompagnement de naturopathe. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.